Rebonjour à tous, bienvenue pour la deuxième conférence pas cet après-midi, non, on n'y est pas encore. Cette fois-ci, on ne va pas parler de technique ou si l'assembleur web pourrait changer le monde, mais on va parler d'autres sujets. Vous savez, l'informatique et les technologies, il y a beaucoup de sujets. On a les chaînes de blocs, les jetons non fungibles, et puis après on a des vrais sujets en informatique. L'un des sujets, c'est l'impact environnemental. Et vous allez voir d'ici quelques instants une excellente conférence qui va vous proposer et vous donner peut-être des pistes sur comment diviser votre empreinte carbone. L'empreinte carbone, notamment du numérique. C'est un vrai sujet à l'heure actuelle et vous allez avoir un fantastique conférencier du nom de Tristan Nitto qui va vous présenter sous vos applaudissements et si on divisait par 4 l'empreinte carbone du numérique. Bonsoir Nantes. Vous êtes chaud? Chaud comme le climat. Bon, alors évidemment, il fallait que je fasse une bêtise pareille pour rentrer. Et pour bien la conclure, je vous propose de faire un selfie. Vous êtes beaux, profitez-en. Je vous l'enverrai. 1, 2, 3. Bon, vous êtes un peu mou là. On fait un peu plus fort. Je veux vous entendre parce que, même si ça se voit pas. 1, 2, 3. Ouais! C'est un bon début. Bien. Alors, donc oui, je m'appelle Tristan Nitto et on va parler empreinte environnementale. Comme c'est un peu le matin et je me dis ils sont peut-être pas complètement réveillés, j'ai mis des gros pictos pour voir un peu qui je suis. Alors s'il y a des vieux dans la salle, ils vont frémir en voyant le premier en haut à gauche qui est une icône Netscape. L'autre jour, je parlais de Mozilla et de Firefox à quelqu'un et il y a une tierce personne qui voyait que la personne ne comprenait pas parce qu'il était jeune. Dit mais si, c'est le navigateur de tes parents. Ok. Chaud. Alors donc ça fait techniquement Netscape le navigateur de tes grands-parents, tu vois. Après, donc je suis resté 17 ans chez Mozilla. J'ai cofondé Mozilla Europe que j'ai présidé. J'ai travaillé chez Cozy Cloud, chez Quant, chez Scaleway et maintenant je suis chez Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil et de delivery en informatique. À côté de ça, ça fait depuis plus de 23 ans que je publie sur le web, en fait même plus que ça, mais le stand blog, qui existe toujours. Puis j'ai écrit des livres, et maintenant je fais surtout des podcasts, dont l'Octévert, là, le logo ignoble fait avec les pieds, c'est moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Voilà. Et Frugarilla qui parlent tous les deux de climat et de numérique. Et je donne du temps aussi donc bénévolement à des organisations comme le Conseil national du numérique, ça c'était la décennie précédente, la CNIL où je suis toujours, le SIGREF qui vient de sortir un rapport où on peut lire ma prose, et depuis peu le W3C puisque je suis un des membres du Technical Architecture Group du W3C. Alors, je vais vous raconter une histoire parce qu'il paraît qu'il faut toujours raconter une histoire quand on fait une conférence. Il était une fois Gordon Moore et la loi de Moore. C'était l'histoire d'un petit microprocesseur qui s'appelle le Intel 4004, qui est né en novembre 1971 et qui, peu ou prou, était le premier microprocesseur. Alors, pas tout à fait le premier, parce qu'il y en avait d'autres avant lui, mais il fallait être militaire et vous l'aviez seulement si vous achetiez l'avion de chasse qui allait autour. Donc forcément, ça limitait le nombre d'acheteurs. Alors que le Intel 4004, lui, on pouvait l'acheter même si on était civil, et c'est ce qui s'est passé. Donc il est incroyable parce qu'il a commencé vraiment une révolution, le Intel 4004, premier microprocesseur, imaginez, c'est assez fou. Et alors par contre, en même temps, il était complètement ridicule sur le reste, en termes de fonctionnalité. Donc il manipulait des mots de 4 bits, versus 64 aujourd'hui. Il tournait à moins de 1 MHz, donc 5000 fois plus lentement qu'un processeur normal aujourd'hui. Et il avait un cœur, là où un processeur relativement ordinaire a 10 cœurs, ou parfois beaucoup plus dans le cas des GPU. Mais, donc, il a commencé quelque chose, et il était d'ailleurs tout en bas à gauche, vous voyez le Intel 4004.
Il contenait quelques milliers de transistors, 2300, et ça a été le début d'une révolution, parce qu'après, on a commencé à faire des processeurs de plus en plus gros, avec de plus en plus de transistors dedans, et donc de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Alors, il ne faut quand même pas oublier qu'à gauche, c'est une échelle logarithmique, et qu'entre le premier en bas à gauche et celui en haut à droite, il y a un facteur 22 millions en termes de nombre de transistors. C'est-à-dire qu'en gros, celui en haut à droite, il est 22 millions de fois plus puissant, plus complexe que celui en bas à gauche, le Intel 4004. Et c'est les années qui partent, là, qui défilent de 71 à 2020. Et la loi de Moore, elle dit en gros, la puissance du matériel double tous les 24 mois. Donc tous les 2 ans, vous avez une nouvelle génération qui sort et qui est 2 fois plus puissante que la génération précédente. Alors moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vécu l'essentiel de ces choses-là, d'autant que j'ai commencé tôt. J'ai commencé à programmer à 14 ans, et à chaque année, tous les 2 ans, c'était incroyable les nouvelles bécanes qui sortaient. C'était génial. Et ça a duré 50 ans. C'est bizarre, parce qu'en fait, 50 ans, ça veut dire que même l'informaticien le plus âgé dans la salle, il est né avec la loi de Moore qui était la norme. Si, admettons que la personne en question ait commencé à 20 ans, si ça fait 50 ans qu'il programme, il en a 70. Donc, en fait, tous les informaticiens qui sont dans le métier ont toujours connu la loi de Moore. C'est la norme. C'est comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau, parce que de l'eau, il y en a toujours eu autour de lui, quoi. La loi de Moore, elle nous entoure tous. Alors, derrière la loi de Moore, qu'on prend pour une certitude, une réalité, un truc obligatoire, il y a un certain nombre de lois qui sont cachées. Premièrement, le prix unitaire d'un transistor, qui est donc le composant interne à la puce électronique, au semi-conducteur, il faut que, si on en met de plus en plus, si on veut continuer à en vendre, il faut que le prix unitaire du transistor il baisse. Parce que, évidemment, sinon vous vous retrouvez avec des microprocesseurs qui valent 5 milliards de dollars pièce, évidemment. Il faut que la consommation électrique de chaque transistor baisse aussi. Sinon, vous avez un problème. Il faudra une centrale nucléaire au cul de chaque processeur Intel. C'est compliqué. Et puis, aussi, il y a des astuces qui ont été mises en place, telles que l'augmentation de la fréquence d'horloge, on l'a vu, multipliée par 5000 sur ces 50 dernières années, et l'augmentation du nombre de cœurs. Ça aide à booster, en fait, la loi de Moore. La loi de Moore, elle est intéressante aussi parce que c'est une décision. On dit que c'est une loi, on dit que c'est un côté immuable, genre loi de la physique, mais pas du tout. C'est une décision de programmation industrielle. Gordon Moore, quand il a cofondé Intel, et qu'il a vu qu'on arrivait à faire des progrès, il a dit on va se démerder pour investir suffisamment pour que chaque génération soit 2 fois meilleure que la précédente, et on en sort une tous les 2 ans. C'est une décision d'un humain qui accessoirement avait des banquiers avec lui et un business model, etc. Le gros intérêt, c'est que ça permettait d'inonder le marché avec des machines de moins en moins chères et de plus en plus puissantes, et de rendre obsolètes les précédentes, et de revendre aux mêmes gens des machines beaucoup plus puissantes 2 ans plus tard. Seulement, en même temps, il y a un corollaire qui s'appelle la loi de Wirth, qui est donc là, Niklaus Wirth, lui, était informaticien, il n'était pas milliardaire, contrairement à Gordon Moore. Gordon Moore, il est mort l'année dernière, il était 96e fortune mondiale. Lui, Niklaus Wirth, comme son nom l'indique, il est suisse. C'est quelqu'un qui est brillantissime. Il a eu le prix Turing, c'est en gros le prix Nobel de l'informatique. C'est le mec qui a inventé le langage Pascal et plein d'autres choses. Lui, il n'était pas content parce qu'il disait vous savez, on a beau avoir du matos de plus en plus puissant, on développe des logiciels de plus en plus obèses et de plus en plus lents. Plus le matériel accélère, plus le logiciel ralentit. Et malheureusement, il avait raison. Et c'est tout le problème et c'est tout le paradoxe auquel on doit faire face aujourd'hui.
Et ça se démontre, hein, la loi de Wirth, par exemple, la taille moyenne d'une page web a été multipliée par 150 en 25 ans. Alors c'est mieux, c'est vrai, elles sont mieux maintenant, les pages web. Bon, moi je trouve que ça manque un peu de gif animé, mais enfin c'est juste l'âge. Est-ce qu'elles sont 150 fois mieux? Certaines, oui, mais la plupart, non. Regardez les sites vitrines. C'est pas forcément mieux. Ah oui, ça bouge plus, il y a des fondus enchaînés, il y a des CSS de Goret et tout, c'est génial. Hein, mais est-ce que c'est 150 fois mieux? Est-ce que l'information elle est 150 fois plus lisible? C'est pas complètement gagné. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est que si vous prenez un Apple II et un Lenovo X1 Carbone, dernier modèle Mouf, et que vous les mettez côte à côte avec une caméra haute vitesse, et si vous mesurez le temps qu'il faut entre le moment où j'appuie sur une touche du terminal et le moment où ça s'affiche à l'écran, eh bien l'Apple II est 5 fois plus rapide que le Carbone X1. L'Apple II 1976, quand il est sorti. Hein. Donc ça ne s'est pas complètement amélioré. Alors c'est mieux, parce que vous pouvez changer la police de caractère dans le terminal du Lenovo X1. C'est vrai. On peut mettre du gras, de l'italique, du souligné, etc. Et puis par exemple, Office et Windows, si vous regardez les spécifications minimales pour que ça tourne, eh ben, il faut 171 fois plus de mémoire aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Est-ce que Word est vraiment mieux? Ah oui, mieux. Correcteur d'orthographe, correcteur grammatical, ça m'a sauvé la vie, je ne sais pas combien de fois ce truc-là. Et on peut mettre des emojis et écrire de droite à gauche. Ok. Mais est-ce que c'est 171 fois mieux? Je ne suis pas sûr. En fait, la loi de Moore, en nous offrant cette abondance de puissance et cette fuite en avant permanente, elle a fait que quand on devait écrire quelque chose, eh ben, on écrivait plutôt de la nouvelle fonctionnalité plutôt que de se dire ce truc que je viens d'écrire, je peux peut-être faire mieux. Peut-être que je peux l'optimiser. Ben en fait, non, on n'optimise pas la performance. Ça ne sert à rien. Dans 2 ans, les machines vont tout déchirer. Donc ce que j'ai écrit à l'instant, ça se trouve, c'est du caca. C'est pas grave, ça finira bien par tourner à une vitesse décente. Et mon patron me dit, Tristan, perds pas de temps avec ces conneries, va développer le prochain truc. Et donc, on développe à la chaîne des machins qui, de temps en temps, sont bons, de temps en temps, sont dégueulasses, et c'est pas grave, et on continue. Et ça donne cette chose étrange, cette réflexion qu'on a sûrement tous entendue un jour ou un autre, c'est « Ah ouais, il faut que je change mon ordi, il est beaucoup trop lent maintenant. » Ou « Il faut que je change mon smartphone, il est beaucoup trop lent. » Ou il faut que je change mon serveur, il est beaucoup trop lent. Enfin là, il faut commencer à fréquenter les geeks quand même. Mais la démarche est exactement la même. Attention, vos machines ne ralentissent pas. Bon, chez Apple, il y a eu un moment où ils ralentissaient ça compte pas, ça, c'est une exception. Non, mais il fallait que la batterie soit pas bonne, tout ça, ok. Mais normalement, ça ne ralentit pas. C'est que vous mettez dessus des nouvelles versions de logiciels qui sont plus grosses, moins optimisées, et qui donc donne cette perception de lenteur, mais votre matos, il tourne toujours à la même vitesse. Toujours. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le balance. J'ai une mauvaise nouvelle, on ne s'est pas recyclé. Hein. C'est des histoires qu'on raconte. Ça me rappelle cette histoire où quand votre chien il est très malade et on vous dit qu'il va partir dans une ferme avec plein d'autres animaux, il va être super content. Bon, bah, c'est pareil pour le recyclage des ordinateurs. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une ferme pour accueillir les ordinateurs. Et quand on jette un smartphone, dans 80% des cas, il marche encore. En fait, il marche encore, mais il ne marche plus assez vite par rapport à la nouvelle version des logiciels qu'on a mis dessus. Et donc, ça m'amène à cette question, et si la loi de Moore s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait? Alors, c'est un petit peu compliqué et un petit peu pas simple émotionnellement à gérer. Et donc, je voudrais vous rappeler une citation d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Upton Sinclair, qui disait « Il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre ». C'est normal, et ça se voit tous les jours. Hein. Alors bon, là, on va parler d'informatique, hein, mais vous allez raconter à quelqu'un qui travaille chez un grand pétrolier que, bon, bah, quand même, le pétrole, il faudrait quand même arrêter de le cramer et tout ça. Mais non,
ou vous allez travailler vous allez voir quelqu'un qui travaille du côté de Toulouse chez un grand avionneur et vous lui dites faudrait se calmer sur le tourisme de masse parce que bon la planète tout ça, il fait non l'avion hydrogène tout ça. Eh ben c'est normal, il est payé pour pas comprendre. Cette idée, elle m'est venue en lisant un livre que voici, où en fait le héros ou l'héroïne, on ne sait pas très bien, a un ordinateur qui lui est donné pour ses 16 ans et qu'il ou elle va garder toute sa vie. Je dis merde, mais c'est dingue! Mais mon nouvel iPhone de l'année dernière qui est déjà obsolète parce que le 16 vient de sortir, faut que je le change quand même. Et non, dans ce monde qui est inventé par la romancière, non, on ne change pas le matos tous les ans, on le garde toute sa vie. Alors oui, il faut que le matos soit prévu pour être réparé, parce que évidemment ça arrive, les accidents, et donc on répare ce qui peut casser, mais globalement on garde le matos toute sa vie. Et ça c'est un changement de paradigme auquel on n'est donc pas du tout habitué, nous en tant qu'informaticiens, et auquel les marques, donc par exemple Apple, mais pas que, nous dit que quand même, puisque l'iPhone 16 est sorti, le 15 est obsolète, et le 14 est risible, et même le 12 est lamentable, quoi. C'est la limite de la honte. Il faut savoir qu'en fait, il faudrait qu'on regarde le numérique, non pas sous « ah oui, mais ma routine ou ma feature », elle met tant de secondes à tourner avec tel matos qui consomme tant d'énergie. Là, c'est regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Non. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du cycle de vie. C'est ce qu'on appelle l'ACV, analyse du cycle de vie, donc sur l'ensemble du matériel et du logiciel. Il faut regarder non pas ce que ça consomme comme énergie, mais ce que ça consomme comme énergie et ce que ça émet comme gaz à effet de serre et ce que ça consomme comme eau, et ce que ça consomme comme ressources abiotiques, et qu'est-ce que ça perturbe dans les limites planétaires. Et quand on fait ça, sur l'ensemble du cycle de vie, en gros, c'est simple, on se rend compte qu'au moment où votre iPhone ou votre Samsung vient d'arriver et il sort de sa boîte blanche magnifique et qu'on a l'impression que c'est Noël, et que vous l'ouvrez, en gros, 80% de l'empreinte, de la pollution, des ressources consommées, c'est avant que vous l'allumiez la première fois. Donc, en fait, vous payez un grand coût en termes d'empreinte au début, et après, vous vous en servez. Alors là, ces chiffres-là sont sur la France, ce qui est très important, parce que vous le savez sûrement, la France produit l'électricité largement décarbonée avec des centrales nucléaires et de l'éolien et de l'hydroélectricité. Donc en fait, l'utilisation de ce matériel électronique, encore plus quand c'est un smartphone qui ne consomme pas beaucoup, forcément, c'est largement décarboné. Donc ça consomme beaucoup d'énergie, 59%, on voit en bas à gauche, dans la phase d'utilisation. Mais la vérité, c'est que l'aluminium, le verre, les métaux rares, etc., ils ont été consommés au moment de la fabrication. Donc en fait, on va dire qu'en gros, 3/4 ou un peu plus de l'empreinte, c'est au moment de la fabrication. Et après, c'est très très peu. Et là pour ne pas vous donner trop mal à la tête, le tableau il est hyper simplifié. En fait, il y a extraction, fabrication, livraison, utilisation, réparation, utilisation, recyclage. Ça c'est toutes les phases. Et on a fait simple, j'en ai mis 2. Le problème, c'est que le climat est venu percuter nos habitudes. Donc là, en haut à gauche, en Angleterre, c'est pas quelqu'un qui a oublié de fermer le robinet de son bain. Au Brésil, c'est pas un barbecue qui a mal tourné. En Louisiane, en bas à gauche, ce n'est pas quelqu'un qui a mal garé son SUV sous une maison. Et à droite, ce n'est pas les signaux de fumée d'élection du pape. Okay, on a un vrai problème, et on a un problème partout. Alors en France, cette année, on l'a peut-être un peu oublié. Je dis, ouais, quand même, on a eu un été de merde, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de canicule cette année. Mais souvenez-vous l'année d'avant et souvenez-vous de l'année prochaine, parce que, en gros, ça va continuer. Mais ça n'empêche qu'on a des problèmes
d'inondations, demandées dans le sud, demandées dans le nord, ou sinon on a des problèmes de sécheresse, et avec tout ce que ça pose comme problème pour se nourrir, accessoirement. Il paraît que les fabricants de champagne, ils vont planter des vignes en Angleterre, ça veut dire si ça, quand même, ça sent pas bon. Hein. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 étant le principal gaz à effet de serre. Et donc, vous voyez, il est en forte augmentation, limite hyperbolique, hein, c'est sympa, ça augmente à fond depuis 1960 jusqu'à 2020. Les couleurs, c'est la température moyenne du globe. Donc bleu, c'est comme dans les salles de bain. Hein, bleu, c'est les robinets froids. Et rouge, c'est le robinet chaud. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit rouge. Alors vous voyez, on a quand même une grosse tendance à ce que ça soit de plus en plus rouge. Et au-dessus, c'est les dates et toutes les conférences qu'on a fait sur le climat en disant « c'est fini ! On arrête les conneries, on va faire descendre la courbe ». Donc on se l'est dit un paquet de fois. Et comme vous le voyez, l'effet est limité, on va dire poliment, parce que ça m'énerve, donc j'essaye de rester poli. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout. On a réussi quelque chose de génial, c'est que là, en gros, c'est à peu près la même courbe. C'est plus le CO2, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, je ne vous fais pas le détail. Mais la ligne noire, là, à gauche, c'est les émissions, vous voyez, qui montent. Et si on n'avait rien fait, on serait quelque part dans le cône rose, si on n'avait rien mis en place. Et on aurait une augmentation de la température de 4 à 5 degrés. Ce qui est une catastrophe, mais qui ne devrait pas avoir lieu normalement. Donc, on est cool. On est en fait dans la zone orange, 2,5 à 2,9 degrés. Et bien en fait, c'est bien. Si vous voulez vraiment regarder le verre au 9/10 vide plutôt qu'un dixième plein, ça dépend comment vous regardez les choses. Mais franchement, c'est beaucoup mieux que 4 à 5 degrés, mais c'est nul. Parce qu'en fait, si on veut atteindre l'accord de Paris, il faut être à 1,5 degré, et donc il faut être dans le bleu-vert que vous voyez tout en bas. Et on en est super loin, parce qu'il faudrait descendre radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on n'a jamais su faire jusqu'à présent. À part pendant le Covid, bon, vu qu'on ne bougeait plus, qu'il n'y avait plus d'avions qui volaient, etc., là, on a fait ce qu'il fallait l'année du Covid. On a baissé de 5% nos émissions de gaz à effet de serre. Yes! Le problème, c'est qu'il faudrait baisser tous les ans, comme le Covid, de 5%. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait, hein, parce que dès que le Covid s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous sauté dans un avion. Parce que putain, c'était trop cool, on était enfermés pendant un an, là ça y est, c'est génial. Et donc, c'est reparti à la hausse. Ce n'est pas notre seul problème. En fait, on a un problème qui est là depuis plus longtemps, qui nous parle moins, bizarrement, c'est l'effondrement de la biodiversité. En fait, avec l'activité humaine, avec l'utilisation de produits chimiques qu'on met dans les sols pour l'agriculture, avec le fait qu'on retire les haies, avec le fait qu'on creuse des mines, avec le fait qu'on artificialise les sols pour construire des pavillons, qu'on élargit les routes pour y mettre des SUV, eh bien, en fait, on ruine la biodiversité. Et là, si on compte les vertébrés, c'est juste les vertébrés, donc ça ne compte pas les insectes, etc., eh bien, on voit, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour, mais parce que évidemment c'est pire cette année, ça c'est les chiffres de l'année dernière, c'est une catastrophe. En gros, 70% des vertébrés ont disparu depuis 1970. Alors c'est un problème, c'est pas parce que j'aime les éléphants et les rhinocéros, hein, ou les chatons. C'est parce qu'en fait, la biodiversité, c'est ce qui fait qu'on est dans un système vivant qui nous fournit de quoi respirer, de quoi boire et de quoi manger. Donc si le système vivant, l'écosystème dans lequel on vit et qui nous permet de survivre, s'effondre, derrière, on est mal. Littéralement, en tant qu'humanité, on est mal. Il s'agit maintenant de faire vivre 8 milliards de terriens avec un écosystème qui s'effondre. Lequel s'effondre probablement parce qu'il y a 8 milliards de terriens.
qui veulent tous vivre comme des Américains. Et les deux ne sont pas possibles en même temps. Si vous êtes en Afrique subsaharienne, vous en faites pas, ça va se réchauffer, ça va être horrible, mais vous êtes largement en dessous des émissions de gaz à effet de serre pour être sous les 2 degrés ou 1,5 degré de l'accord de Paris. Hein, on est bon. Hein. C'est juste le fait que vivre à l'occidental n'est pas compatible avec ça. Alors là, je vais vous donner juste un exemple, c'est la mine de cuivre de Palabora, en Afrique du Sud. Et donc c'est un trou dans le sol de 700 mètres de profondeur. Et tout ça pour retirer du cuivre. Et le cuivre, c'est ce qui est. Alors c'est un dessin d'artiste. Hein. On n'a pas trouvé une boule de cuivre au fond. Ça va ? Suivez ? C'est nickel. Donc voilà. Donc on a creusé ce trou monstrueux juste pour trouver cette quantité de cuivre qui est représentée comme étant le pixel que vous voyez sur la partie de droite du dessin. Et tout ce qui est autour, c'est ce qu'on a détruit pour trouver le pixel. Ce que vous voyez en fait en vert, c'est des lacs d'acide, parce qu'évidemment, quand on a creusé la terre, pour extraire le cuivre de la terre, eh bien, il faut faire des traitements chimiques. Et donc, ça fait des lacs d'acide, parce qu'après, il faut bien faire quelque part. Il faut bien le mettre quelque part. Il faut faire aussi des tas avec la terre qu'on n'a pas utilisée, qu'on a retourné avec des machines diesel. On a retiré, je ne sais pas combien de millions de mètres cubes pour trouver cette boule de cuivre. Et évidemment, l'endroit est horriblement insalubre, parce que bon, c'est pas bien d'aller se baigner dans les lacs d'acide, hein, je vous préviens. Et de toute façon, après, ça sèche. Et donc, en fait, ces poussières acides, elles s'envolent et elles vont contaminer les endroits autour. Donc, c'est pas top pour la planète, pour les habitants. Là encore, on a la chance, on est dans une mine industrielle. Donc, je dirais pas que c'est des gens sérieux, mais c'est des gens qui ont des moyens. Et donc, ils mettent des barbelés autour pour pas que les gens y aillent. Mais sinon, il y a des mines qui sont moins industrielles. Et donc là, typiquement, au Congo, le cuivre et le cobalt. Le cobalt, c'est bien. Parce que, en fait, le cobalt, ça se trouve dans des trucs où on fait faire des trous, quoi. Donc on envoie plutôt les enfants. C'est bien, les enfants. C'est petit. Et puis, si ça se plaint, on peut lui foutre des torgnoles. Donc voilà. Et là, le petit, il a rapporté du cobalt, il est tout fier, au mépris de sa vie. Et après, il y a la décharge où on va envoyer notre matos. Alors ça, c'est à Agbogloshi, au Ghana. Et c'est donc, ils brûlent ce qu'ils trouvent pour récupérer, par exemple, le cuivre qui est dans les fils électriques des équipements électroniques qu'on leur envoie. Alors, inutile de vous dire que l'espérance de vie de ces personnes est extrêmement limitée. Et de toute façon, ils ne récupèrent que le cuivre de l'alimentation de votre PC desktop. Mais tout ce qui est or et métaux rares qui sont dans les puces de silicium et qui sont toutes mélangées dans des machins hyper fins, ça, on ne le récupère pas. C'est pas possible. Petite pause dramatique. Alors, heureusement, il y a du positif. C'est que ça fait 50 ans qu'on délaisse l'optimisation du logiciel. Et en fait, on ne se rend pas bien compte, mais l'optimisation du logiciel a un potentiel de malade. Je vais vous prendre un exemple. Certains d'entre vous connaissent peut-être Pierre Bessac, qui est une des personnes qui a fondé Gandhi, à l'époque où c'était cool. Donc. Pierre, maintenant, il continue à faire du logiciel. Et il s'est rendu compte un script qui tournait sur sa machine était trop lent. Et il en avait marre, que ça lui consomme tellement de ressources. Il s'est dit, je vais l'optimiser. Il a fait de la mémorisation, il a mis du cache, en gros, quoi, dans son appli. Et maintenant, elle tourne 60 fois plus rapidement qu'avant. Autrement dit, il gaspillait 60 fois trop de ressources. Pierre est comme moi, il est auvergnat, il n'aime pas le gaspillage, quoi. Donc, quand il a vu qu'il consommait 60 fois trop de ressources, il fait 60 fois trop quand même, c'est dommage, j'ai été con, j'aurais dû le faire plus tôt. J'ai un autre exemple, alors là c'est un de mes collègues chez Octo qui lui fait du machine learning, il s'appelle Aurélien, et lui il avait un truc qui tournait en 15 heures pour entraîner un modèle de machine learning.
Et quand même, ça coûtait cher, parce que des machines chères, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais l'optimiser. Il faisait des calculs de 64 bits, maintenant il les fait en 8 bits. Et il s'est rendu compte qu'en fait, la qualité, c'est quasiment pas dégradé. Que ça sert à rien de calculer sur 64 bits si sur 8 bits, ça marche aussi bien. Et puis aussi, il s'est rendu compte qu'il faisait des calculs pour des choses qui n'avaient aucun sens physique. Mais il faisait systématiquement le calcul. Donc en fait, il a fait le tri là-dedans et il ne calcule plus que sur les choses qui sont réellement concrètes et qui peuvent dire quelque chose à son client. Et avant, c'était 15 heures, maintenant c'est 10 secondes, et c'est donc 5400 fois plus rapide. Autrement dit, Aurélien, avant, il gaspillait 5400 fois trop de ressources informatiques, de RAM, de CPU, de machines, de temps cloud, etc. Juste parce qu'au début, il avait approché le problème d'une certaine manière qui n'était pas la meilleure. Il avait fait le taf, et puis comme toujours, on lui a dit, tu passes à autre chose. Mais lui, il est revenu dessus, il s'est dit, non, je peux faire mieux. Et il a réussi, et donc il consomme 5400 fois moins. Et là, c'est le troisième exemple, c'est un peu le boss de fin. Je ne crois pas qu'il soit représentatif, mais je l'aime bien quand même. Lui, c'est 408 millions de fois. Alors, Matt Parker, c'est un type un peu bizarre. Il fait des maths et il fait du stand-up et il est youtubeur. Donc en fait, on va dire que le développement Python, c'est pas sa spécialité première. Et donc, il s'est dit, tiens, il y a ce problème-là, un problème complètement con en plus, un problème logique. Est-ce que si je prends... Alors, il est anglais, donc il prend le dictionnaire anglais et il dit, est-ce que dans le dictionnaire anglais, je peux trouver des mots de 5 lettres chacun? Et je vais les agencer, ces 5 mots, de façon à ce qu'ils n'aient aucune lettre en commun, ni au sein d'eux-mêmes, ni avec les autres. Et donc, 5 mots de 5 lettres, je vais utiliser 25 des 26 lettres de l'alphabet. Est-ce que c'est possible? Et si oui, quelle est la solution? Quels sont ces mots? Et donc, il fait tourner ça sur son laptop 32 jours. Et il y a un type, il commence à en parler dans un podcast, et là, il y a un type qui fait oh, 32 jours, mais t'es nul! Moi, je peux faire plus vite. Et bim, il sort un truc qui tourne en 15 minutes. Alors là, Matt Parker, il commence à transpirer, on dit ouais, j'ai quand même pas été très bon. Et après, il leur parle dans un autre podcast, et à ce moment-là, les gens arrivent en disant quoi, 15 minutes? Mais c'est nul! Je peux faire mieux. Et maintenant, ils en sont à 6,7 millisecondes. Bon, l'inconvénient, c'est que le truc, au bout, il y a de l'assembleur, il y a du Rust, il y a du C, ça se charge en parallèle, le truc est totalement immaintenable, mais 7,7 millisecondes quand même. Retenez le fait que c'est immaintenable, c'est important, parce que c'est le cas extrême. Il en a fait une vidéo qui évidemment a été dépassée, donc en fait quand je vous dis 6,7 millisecondes, c'est même pas vrai, c'est encore plus. Il a été obligé de modifier la vidéo en disant bon, bref, mais on s'en fout quoi. De toute façon, ils ont gratté des millisecondes, ça compte pas. Et donc moi je me suis dit, puisque Moore avait inventé la loi de Moore, je vais inventer la loi de Hiroum. Hiroum, c'est Moore à l'envers, donc je vais retourner le pauvre Gordon, j'ai mis la tête en bas. Et je dis, eh ben voilà, au lieu d'avoir des bécanes 2 fois plus puissantes tous les 2 ans, eh bien, on va optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans. Et donc, tous les 2 ans, on a 2 fois plus de puissance de calcul disponible que l'année d'avant, enfin que 2 ans avant, puisque ces ressources informatiques qui étaient utilisées par ce que j'avais comme système d'information, je l'ai divisé par 2. Et donc, cette partie-là, elle est libre. Et donc, cette partie-là, je peux l'utiliser pour créer des nouvelles choses. Donc, en fait, je continue à innover, je continue à inventer des nouveaux trucs, à inventer des nouveaux services, des trucs qui sont utiles, juste parce que je me suis investi et j'ai optimisé la partie existante et j'ai divisé sa taille par 2. Donc en fait, c'est comme la loi de Moore, mais on ne change pas le matériel. Et si on ne change pas le matériel, rappelez-vous, c'est la fabrication du matériel qui consomme énormément de ressources. Et donc en fait, en gros, j'économise les 3/4 de l'empreinte. Autrement dit, si je fais durer mon matériel, eh bien, je peux diviser par 4 l'empreinte du numérique. Juste parce que j'ai décidé que j'allais arrêter de faire de la merde. Je trouve ça puissant.
Alors, il se trouve qu'on n'optimise que sous la contrainte. Et ça, c'est une constante. On le regarde dans l'histoire de l'informatique. En fait, les gens, ils se sont décarcassés pour optimiser quand ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, quand vous envoyez, une navette spatiale ou une capsule sur la Lune et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir upgrader le matos en lui envoyant une carte mémoire ou en lui shippant, en lui faisant expédier par Amazon un disque dur, eh ben, vous vous démerdez pour que votre soft il tourne bien dès le début. Ou bien, c'est des contraintes en informatique d'entreprise, genre le batch qui dure plus que 12 heures et s'approche de plus en plus des 24 heures. Et donc, ça veut dire que bientôt, vous ne pourrez pas faire le calcul quotidien, vous ne pourrez plus le faire tous les jours. Et ça pose un problème. Et donc là, on se dit, ah ouais, là, il va falloir faire un effort. Alors moi, j'ai la modeste idée que, en fait, aujourd'hui, on a une contrainte, mais une contrainte qui est morale, c'est on ne peut pas continuer à ruiner l'avenir de la planète juste parce qu'on a envie de continuer à coder comme des porcs. Mais c'est une contrainte morale, ce n'est pas une contrainte financière, ce n'est pas un truc qui nous tord le bras. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on sait tous que les SUV, c'est pas bon de rouler en SUV par la planète, ça consomme plus, et c'est pourtant les bagnoles qui se vendent le plus. Donc quelque part, on est un peu déconnecté de nos actes de ce qu'il faudrait faire. Et le fait qu'on a une contrainte morale entre est-ce que je vais gagner plein de pognon ou bien est-ce que je vais sauver la planète et on clique sur le mauvais. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est une nouvelle contrainte, c'est que la loi de Moore, elle est quasiment morte. Donc en fait, ce qu'on faisait jusqu'à présent, ça ne va pas pouvoir durer. Donc là, je vous rappelle, souvenez-vous, ça a augmenté 22 millions de fois en 50 ans, et ça n'a été possible que parce que le prix unitaire baissait du transistor et la consommation électrique du transistor baissait. Et que la fréquence d'horloge baissait et que le nombre de cœurs augmentait. Mais seulement voilà, si vous regardez ce graphe, vous voyez qu'un processeur, ça plafonne. Et ça plafonne depuis un bout de temps, puisqu'en gros, c'est plat depuis 2015. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je le vois, comme probablement la plupart d'entre vous, je m'occupe de l'informatique de toute la famille. Et donc, un jour, j'ai un nouveau laptop par mon employeur, et me dit, l'ancien, je vais le refiler à ma fille. Et donc celui de ma fille, je vais le refiler à ma mère. Et donc celui de ma mère, qui marche toujours, je vais le refiler à un copain de ma fille qui est étudiant et qui n'a pas le sou. Donc je vais voir ma mère. Maman, tu sais, ton ordinateur, il marche bien ? Il marche super bien. Bah écoute, je vais te le changer, je vais t'en mettre un nouveau. Oh bah non, il marche super bien. Bon, maman, écoute, fais pas chier, c'est comme ça. Je dis pas, mais enfin bon, c'est ça quand même. Bon, mais c'est ma mère, donc je suis poli. Et je dis, maman, bon d'accord. Alors je lui change son ordinateur. Et là, je lui dis, mais en fait, bon, c'est des bonnes machines parce que j'achète des bonnes machines parce que j'aime bien avoir des bonnes machines. Et puis je suis soigneux, donc je les garde longtemps. Et donc je réalise que la nouvelle machine que je lui donne, elle est de 2015, 9 ans, et que l'ancienne que je lui retire et que je vais donner à un étudiant, elle est de 2012, 12 ans. Et les deux fonctionnent très bien. Parce que la loi de Moore est morte. Alors à l'époque, c'était un i7 dual-core, le MacBook Air de 2012, super machine. Franchement, elle marche toujours. Bon, je me doute bien que l'étudiant, il va la massacrer parce qu'il n'est pas soigneux, mais c'est pas grave, elle a fait son temps. Et ma mère, elle va garder son MacBook Pro de 2015 encore quelques années. Ça m'arrange, j'ai pas du tout envie de racheter le matos. Mais ça prouve qu'en fait, ça tourne très bien. Alors, évidemment, les gens d'Intel et d'AMD qui sont quand même vachement gênés parce que leur business model consiste à revendre aux mêmes gens des mêmes produits mais juste un petit peu plus rapide, ils n'aiment pas du tout cette idée. Et je vous jure que ça n'est pas un montage, c'est vraiment la copie d'écran de 2 articles où on les voit tous les deux. Non, elle est un petit peu ralentie, c'est rien. Ça me rappelle un film, c'est pas grave. Non, c'est rien.
Vous en faites pas, elle ralentit, mais c'est pas grave. Si. Enfin, pour ton business model, mec, c'est grave. Au niveau de la fréquence des horloges, pareil, ça plafonne. On n'y arrive plus. Au début, vous voyez, on est passé de 0,1 comme ça, toujours les chaînes algorithmiques, mais là, ça plafonne depuis 2013. Et le prix par transistor, il baisse plus. Si vous avez essayé de racheter récemment une carte GPU, vous avez bien vu qu'il y avait plus de transistors, mais qu'il fallait les compter tous pour vous les vendre très très cher à l'unité. Hein. Alors, les GPU, justement, ils consomment de plus en plus parce que la consommation électrique par transistor ne baisse plus et que le prix de chaque transistor augmente. Et que donc, oui, on augmente en puissance de calcul, mais on augmente en prix. Et voilà, ça s'est arrêté concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? Moi, je vous propose un truc très très simple. Eh bien, on va continuer comme avant, mais en mieux. Alors, je m'explique. Vous avez en bas la performance du code telle qu'elle est écrite par un développeur en abscisse. En ordonnée, c'est la qualité, on va dire, lisibilité, maintenabilité du code. Et le dev débutant, il est tout en bas à gauche, il n'est pas doué. C'est pas grave, on est tous passés par là. Moi, il y a des jours où je débute encore. Hein. Et donc, au début, son code, il n'est pas performant et il est relativement illisible. Eh bien, c'est pas grave. Il va apprendre. Il va monter en compétences. Il y en a qui appellent ça du software craftsmanship. On va lui faire réfléchir, apprendre son métier, à ce qu'il devienne un artisan qui fait du bon taf. Et donc, il va monter en puissance, et donc, son code va devenir plus performant, et donc, il va devenir aussi, en même temps, et pourtant c'est paradoxal, plus lisible, plus maintenable, et c'est cool. Et puis, au fil des années, cette personne va devenir un ou une développeur senior, avec du code lisible, maintenable et performant. Et ça, c'est ce qu'on fait. Si vous travaillez dans une bonne boîte, c'est ce qui doit se passer. Si vous ne travaillez pas dans une bonne boîte, changez de boîte. C'est pas compliqué. Hein. La deuxième partie, et c'est là que c'est nouveau, on va faire du e-room. C'est-à-dire on va continuer à optimiser plus qu'avant, mais pas tout. On ne va pas tout réécrire. On va juste repérer les bouts de code qui sont issus d'un jour où on avait la gueule de bois, par exemple, ou un chagrin d'amour, ou une gueule de bois. Et donc, on va repérer ces trucs-là, on va les isoler, on va y travailler, on va les améliorer, on va optimiser. Et là, si on a un peu de chance, on va faire une Pierre Bessac 60 fois plus rapide. Si on est vraiment en forme et qu'on avait vraiment fait de la merde à l'époque, on va peut-être faire une Aurélien Massiot à 5400. Et une fois de temps en temps, il y en a un qui va tirer le gros lot et qui va nous faire une Matt Parker à 408 millions de fois. C'est comme le loto, j'y crois moyen. Mais bon, ça peut arriver. Mais déjà, si on fait une Pierre Bessac à 60 fois, ou un truc à mi-chemin entre Pierre Bessac et Aurélien Massiot, à 5400 fois, donc disons fois 2000, mais vous imaginez la ressource qu'on économise. Il faut juste s'attaquer à ces problèmes-là, les trucs hideux, les machins ignobles qu'on a laissés passer, et les recadrer, et y arriver, et réduire, du coup, massivement l'empreinte. Et là, évidemment, il faut être senior, parce qu'un junior, il ne va pas y arriver. Mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas suroptimiser. Il ne faut pas faire, justement, ce qu'ont fait les gens qui ont aidé Matt Parker et qui ont mis du Rust, du parallélisme et de l'assembleur en même temps, juste pour résoudre un problème de logique en 6,7 millisecondes. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Alors peut-être des fois, le jour où vous êtes sur un machin qui doit tourner à la vitesse de la lumière et qui est utilisé par des milliards d'individus, peut-être,
Mais globalement, ça vaut, dans la plupart de nos métiers, ça vaut pas le coup de s'emmerder à faire des trucs comme ça. Donc il ne faut pas redescendre trop bas dans la courbe, aller trop dans l'optimisation, faire un truc immaintenable, parce que ça, en gros, votre patron ou votre actionnaire, ils ne vont pas aimer. C'est intéressant, mais le jeu, pour eux, n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous proposer. La loi d'Iroum, on va faire du numérique qui est respectueux des limites planétaires, en optimisant ce qui doit l'être. Ça veut dire qu'on fait du travail de meilleure qualité, qu'on arrête le gâchis, et ça, c'est cool en tant que développeur, en tant qu'informaticien, de faire du travail de qualité, c'est satisfaisant plutôt que de pisser de la feature. Et troisièmement, on continue à innover. C'est-à-dire qu'on arrive à mélanger ces deux choses qui semblent paradoxales, c'est-à-dire à la fois on est écolo et à la fois on fait du numérique et on innove, on invente des trucs, parce qu'après tout, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes venus dans cette industrie parce que c'était un endroit où on pouvait être créatif et on pouvait s'éclater. J'ai terminé, on a un peu de temps pour les questions. Merci.